journal des voyages. Si ce titre vous dit quelque chose, c'est que vous pensez à un livre un peu jauni qui se trouve dans une vieille bibliothèque ou peut-être même dans un grenier empilé avec le journal des demoiselles et le magasin pittoresque. Et oui, au siècle dernier, le journal des voyages, eh bien, c'était l'évasion et l'exotisme à la portée de chacun. D'ailleurs, je pense qu'on a toujours eu besoin d'évasion et d'exotisme. Vous ne croyez pas? Oh, si, certainement, parce que même maintenant, est-ce que nous n'avons pas rendez-vous, vous et moi, mensuellement, pour le magazine des explorateurs? Et là, je vous présente des explorateurs qui reviennent de contrées lointaines. Mais si on veut jeter un coup d'œil sur une map monde, on s'aperçoit que ce qu'on appelle les taches blanches diminuent. Il y en a de moins en moins. Évidemment, le monde entièrement est exploré, notre planète est totalement explorée. Et maintenant, le travail des explorateurs devient un travail de recherche scientifique, un travail aride. C'est pourquoi, un soir, j'ai rêvé de faire venir devant ces caméras, devant vous, des explorateurs, des découvreurs du temps passé. J'aurais aimé faire venir M. de Bougainville, le père Marquette, René Caillé, Duveyrier, la Pérouse, que sais-je. Puis j'en ai parlé un soir au cours d'un dîner amical à Henri Noguer et à Jean Kirschbron, et ce rêve est devenu aujourd'hui réalité. C'est pourquoi nous commençons une nouvelle série qui s'appelle Le Nouveau Journal des Voyages. Pourquoi nouveau? Eh bien parce que les moyens que nous allons mettre en œuvre sont nouveaux. Ce sont les moyens de la télévision. Nous allons pouvoir survoler l'événement de très haut, descendre dans les détails vraiment très profondément, beaucoup plus profondément que le bon bourgeois de Louis-Philippe qui lisait cette évasion de tous les jours n'aurait pu l'imaginer. Notre propos est de faire venir devant vous des découvreurs, des voyageurs qui revivront pour vous leurs récits, leurs notes, leurs aventures. Nous avons établi une règle du jeu, je crois qu'il faut la donner avant de commencer. C'est la réalité plus l'évocation et loin de la fiction. Parce que vous le savez, la fiction est toujours dépassée par la réalité, alors à quoi bon essayer de tricher? Non. Nous allons essayer de présenter des hommes hors série, des hommes qui ont risqué leur vie souvent pour ramener notre planète à l'échelle humaine. Le premier, vous le savez, on vous l'a dit, ce sera Jean-François de Gallo de la Pérouse. Et la préparation de cette émission m'a prouvé ma très grande ignorance. Je croyais connaître la Pérouse, vous croyez peut-être vous aussi le connaître. Eh bien moi, je le connaissais très mal, c'était un nom et seulement un nom. Alors, j'ai essayé de le mieux comprendre, de le mieux connaître et peut-être de mieux l'aimer. J'ai tout d'abord voulu le voir tel qu'on se le représentait. Alors, c'est un portrait de lui. Si vous voulez, je vais vous le montrer, il est ici sur un petit tableau qui n'a rien de magique. Voici, Monsieur de la Pérouse, c'est lui, il est ici, il tient une carte. Et voyez-vous, l'autre personnage qui tient la carte, c'est Louis XVI, le roi. Derrière, c'est le ministre de la Marine, le maréchal de Castres. Et puis, le personnage qui est ici, qui a une épaulette, c'est le chevalier de l'Angle. Et voyez-vous, oui, je vous ai promis de tout vous dire, et de respecter la vérité, je vais la respecter. Ce tableau est exact, mais le peintre Monciot, qui est l'auteur de cette toile, n'a jamais assisté à cette scène qui se passe à Versailles en 1785, car Monciot a peint cette toile 32 ans après et sur ordre de Louis XVIII. Remarquez, Louis XVI avait voulu ce tableau. Il l'avait voulu, mais il voulait qu'il soit du pinceau de Madame Vigée-Lebrun qui ne l'a pas fait, car il voulait ce voyage. Et il avait demandé au maréchal de Castres de faire un mémoire par l'Académie des sciences. D'ailleurs, ce mémoire est ici, voyez-vous. Le maréchal de Castres le tient à la main. C'est le mémoire de l'Académie des sciences sur le voyage de circumnavigation de la Pérouse. Et ce tableau est intéressant parce que, voyez-vous, il est exact. La map monde que nous voyons ici, eh bien, cette map monde était dans le cabinet de travail du roi. Et il se piquait de géographie, il a annoté lui-même le mémoire. Et ce tableau est peut-être un peu conventionnel. Je m'excuse, conventionnel pour Louis XVI, je vous promets que je ne recommencerai plus. Je vous disais qu'il était conventionnel, oui, je ne trouve pas d'autres mots, mais il est exact, il est documentaire, c'est ainsi que la scène s'est passée en 1785 au château de Versailles. Mais, allez-vous dire, avant, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce voyage a été préparé? Quels sont ces personnages? Alors nous allons essayer de les faire revivre. Il est certain que le maréchal de Castres, en bon ministre de la marine qu'il était, avait dû prévenir le roi de la personnalité des deux navigateurs. Monsieur le maréchal, parlez-moi un peu de ces deux marins que nous allons recevoir. C'est facile, sire, d'autant que je les connais très bien tous les deux. D'abord, François de Gallo de la Pérouse, le chef de l'expédition. Il a 44 ans. Ces Gallo de la Pérouse, de quelle province sont-ils originaires? Cela sent le midi. Les Gallos sont de vieille noblesse albigeoise. Ces campagnes?
La Pérouse a servi tout jeune sous les ordres du maréchal de Conflans. Blessé sur le Formidable devant Belle-Île, il est tombé aux mains de l'ennemi, puis il a longtemps couru les mers de l'Inde. Pendant la guerre d'indépendance américaine, il a commandé l'Amazone et s'est distingué aux Antilles. En 80, nommé capitaine, il a livré combat à 6 bâtiments anglais. Il y a surtout une opération conduite par la Pérouse dont j'ai gardé le souvenir. Voyons, cela devait être il y a 3 ou 4 ans, en baie d'Hudson. Il me semble même que c'est l'humanité dont il a fait preuve à cette occasion, je ne saurais plus dire exactement en quelles circonstances, qui nous avait décidé en conseil à lui confier le commandement de ce prochain voyage de circumnavigation, qui exige beaucoup plus de vertus humaines que de valeurs militaires. Votre Majesté a bonne mémoire. En effet, la Pérouse avait été chargée, il y a 3 ans exactement, d'une mission fort délicate et dont il s'est admirablement acquitté. Il s'agissait d'aller détruire en baie d'Hudson les établissements de la compagnie anglaise. Expédition hasardeuse, car la Pérouse ne disposait d'aucune carte et devait faire sa route exactement comme s'il se fût agi d'un voyage d'exploration dans des eaux inconnues. Il a ramené ses 3 vaisseaux, ce qui déjà est de bon augure pour la tâche qui l'attend dans son prochain voyage. Et puis, il est bien vrai qu'il a fait preuve en accomplissant cette mission de sentiments humanitaires, car après avoir, ainsi qu'il en avait reçu l'ordre, livré aux flammes le fort d'York, il a laissé sur place pour les Indiens à l'abri du feu quantité de vivres, d'armes, de munitions, d'objets de première nécessité, et de même, il a laissé ce qu'il fallait pour que les Anglais réfugiés dans les bois puissent, après son départ, trouver ce qu'il leur serait nécessaire pour vivre. C'est bien cela. Je crois en effet que c'est un bon choix. Sa vie privée, rien à dire? Ma foi, sire, il y a bien un peu à dire. Oh, rien de grave. Mais notre marin a vécu en marge de ses campagnes un véritable roman. En 72, à l'Île-de-France, il s'était fiancé avec une ravissante créole de 15 ans, honnête, mais sans titre ni fortune, Éléonore Boudreau. Mais la famille de Gallo ne voulut pas entendre parler de ce mariage. Et finalement, il y a 2 ans, en allant au couvent apprendre à Éléonore qu'il lui fallait, par discipline, rompre leur lien, la Pérouse, incapable de laisser cet enfant qu'il avait attendu 7 années et qu'il l'aimait depuis plus de 10, a brusquement décidé de contracter un mariage secret. Et son second, quel homme est-ce? Paul-Antoine de Langle est un peu plus jeune, 3 ans de moins, je crois. C'est un Breton. Ah, là, au moins, il n'est pas besoin de s'interroger sur ce qui a suscité sa vocation. De Langle, comme la Pérouse, est entré très jeune, à 14 ans, dans les gardes-marines. En 1760, il a été blessé, lui aussi, au service du roi, votre aïeul, au combat d'Ouessant. On le trouve ensuite pendant quelques années à terre, où il s'instruit. Il est même reçu à 27 ans à l'Académie de Marine, et puis il sert sous les ordres de Monseigneur le duc de Chartres. Ah, mais je m'en souviens fort bien. C'est ce jeune marin que nous avons vu pendant plusieurs mois à Versailles, comme premier gentilhomme de la chambre de Louis-Philippe d'Orléans. Il n'y est pas resté. Et d'ailleurs ne paraissait guère goûter la vie de la cour. Comme je le comprends. De Langle avait choisi d'être marin, il n'aspirait qu'à reprendre la mer. Après plusieurs campagnes, il fut désigné comme commandant de l'Astrée pour faire partie sous les ordres de la Pérouse, qui commandait le sceptre de l'expédition en baie d'Hudson. Voilà donc pourquoi la Pérouse a voulu l'avoir comme second. Eh bien, mais cela prouve qu'il n'en a pas été mécontent. Il est marié, lui aussi? À peu près en même temps que la Pérouse. Mais son mariage n'a pas soulevé les mêmes difficultés. De Langle a épousé une demoiselle de Kerohartz. Eh bien, mais je les connais assez maintenant pour les recevoir. Ils sont dans l'antichambre? Oui, sire, aux ordres de votre Majesté. Dites qu'on les fasse venir. Introduisez les commandants de la Pérouse et de Langle. Le capitaine de vaisseau de Gallo de la Pérouse. Le capitaine de vaisseau Fleuriot de Langle. Bonjour, messieurs. Sire, voici monsieur de la Pérouse. Commandant, j'attache un prix tout particulier à la réussite de votre expédition. C'est pourquoi j'ai demandé au maréchal de Castres de vous faire venir jusqu'ici. Sire, c'est beaucoup d'honneur pour un modeste serviteur de votre Majesté. Et voici monsieur Fleuriot de Langle. Approchez, commandant, et donnez-moi votre main. Je sais que vous vous êtes fort bien tiré aux côtés de monsieur de la Pérouse d'une expédition difficile, et je veux vous dire que j'ai approuvé son choix. Sire, je m'efforcerai de me montrer digne de la confiance que votre Majesté veut bien me témoigner, et, si vous le permettez, de celle du commandant.
Messieurs, j'ai voulu vous voir pour parler avec vous des instructions qui ont été établies sur mon ordre en prévision du voyage que vous allez entreprendre. Ces instructions, vous les connaissez? Oui, sire. Monsieur le maréchal de Castres nous les a fait tenir il y a quelques jours déjà. Je n'ai donc pas l'intention de vous les relire. Mais je voudrais attirer votre attention sur certains points auxquels j'attache une particulière importance. Et je tiens à savoir aussi si vous avez l'un ou l'autre quelques observations à formuler. L'itinéraire d'abord, et le calendrier. Je sais que vous en avez déjà discuté longuement avec Fleurieux et que de sérieuses modifications ont été apportées à votre demande au projet primitif. Êtes-vous bien d'accord maintenant? Oui, sire. Et je me félicite de la compréhension que j'ai pu trouver auprès des services de la marine. Alors, monsieur le maréchal, voulez-vous sur cette carte nous montrer une dernière fois le programme de ce voyage? En quittant la Conception du Chili, visitez l'île de Pâques. Passez ensuite à l'est des îles Sandwich et abordez la côte nord-ouest de l'Amérique à la hauteur du 36e degré de latitude, Monterey. Ceci vers fin juin 1786. Traversez l'océan d'est en ouest jusqu'à Macao. Explorez, en remontant vers le nord, la mer du Japon et la Manche de Tartarie. Relâchez vers fin juillet 1787 au Kamchatka, en partir vers le Dissous et faire voile vers le détroit de Lindevour. Contournez la Nouvelle-Hollande, en explorer les côtes occidentales et méridionales au début de 1788, traversez le canal de la Reine Charlotte en Nouvelle-Guinée au mois de mars, prendre des vivres aux îles de la Société ou à celles des Amis, puis de juin à septembre, par la Nouvelle-Calédonie, les Nouvelles-Hébrides et la Nouvelle-Guinée, se rendre à l'île de France. Pas d'observation, commandant? Sire, il est bien un point sur lequel je me permets d'attirer l'attention de votre Majesté. Il a été question à plusieurs reprises lors de l'établissement de ce programme de voir en cours de croisière nos deux navires se séparer pour se retrouver ensuite en divers lieux de rendez-vous. Cette séparation me paraît impossible et dangereuse. L'expérience que j'ai pu acquérir en baie d'Hudson, les enseignements que l'on peut tirer des relations de mes illustres prédécesseurs, à commencer par Cook, tout me convainc de la nécessité de ne jamais aventurer un bâtiment isolé en des mers inconnues. Il faut toujours, lorsqu'un bâtiment s'expose, que l'autre reste en arrière, prêt à le secourir, donc à portée. Cela me paraît tout à fait raisonnable. Et après tout, nul plus que vous n'est qualifié pour trancher en cette matière. Monsieur le maréchal, donnez-moi la minute de ces instructions. La voici, sire. Montrez-moi le passage où il est dit que les navires se sépareront. C'est ici. La séparation ne doit pas se faire car elle est trop dangereuse dans des mers inconnues. Bien. Passons maintenant à la deuxième partie de vos instructions. Je pense que vous avez lu avec soin tout ce qui concerne la politique et le commerce. C'est important. Je sais bien que vous êtes d'abord des marins et que la découverte de nouvelles terres, de nouvelles mers, l'hydrographie, le lever des cartes vous passionne avant tout. Mais une expédition qui va coûter fort cher à un royaume qui n'est pas riche doit nécessairement répondre aussi à d'autres buts. Nous l'avons bien compris, sire. Il me semble que le maréchal de Castres a quelque chose à dire sur ce point. Sire, les instructions de votre Majesté sont très complètes, très précises. Je crains presque, et je le dis d'autant plus librement, que ce sont mes services qui vous en ont soumis le projet, qu'elles soient trop détaillées.
Aussi, il me semble utile d'en souligner quelques points essentiels. Tout ce qui a trait au commerce des pelleteries avec la Chine et le Japon est capital. D'autre part, il est important de savoir, en prévision d'opérations futures contre les Anglais, ce que valent les Philippines aux mains des Espagnols. Troisième partie de ces instructions, les sciences. Vous avez reçu sur ce point le mémoire de l'Académie des sciences. Point encore, sire, il vient seulement de m'être remis par le marquis de Condorcet, secrétaire perpétuel. Bien, vous l'étudierez. Et d'ailleurs, vous aurez à vos bords assez de savants pour que cette partie de votre mission ne soit pas oubliée. Et maintenant, j'en arrive au quatrième et dernier point auquel j'attache une importance primordiale. Il s'agit de la conduite à tenir à l'égard des naturels des pays où vous aborderez. C'est à mes yeux si important que, comme vous le voyez, tout ceci est écrit de ma main. Le sieur Lapérouse, dans toutes les occasions, en usera avec beaucoup de douceur et d'humanité envers les différents peuples qu'il visitera dans le cours de son voyage. Il s'occupera avec zèle et intérêt de tous les moyens qui peuvent améliorer leurs conditions. Si des circonstances impérieuses, qu'il est de la prudence de prévoir dans une longue expédition, obligeaient jamais le sieur Lapérouse à faire usage de la supériorité de ses armes, il n'userait de la force qu'avec la plus grande modération et punirait avec une extrême rigueur ceux de ces gens qui auraient outrepassé ses ordres. Il ne recourra aux armes qu'à la dernière extrémité, seulement pour sa défense et dans les occasions où tout ménagement compromettrait décidément la sûreté des bâtiments et la vie des Français dont la conservation lui est confiée. Sa Majesté regarderait comme un des succès les plus heureux de l'expédition qu'elle pût être terminée sans qu'il en eût coûté la vie à un seul homme. Pendant ce temps, à Brest, on prépare les navires. Et Fleuriot Lang, que Lapérouse appelle amicalement son vicaire, son adjoint, son second, s'est rendu à Brest pour hâter l'armement des frégates et pour en surveiller la cargaison. Cargaison extraordinaire d'ailleurs. J'ai ici une liste. C'est une cargaison qui est vraiment, qu'on peut appeler une cargaison de pacotille. Voilà, je lis. Fabuleuse par son poids, la variété de ses articles, elle transformera chaque frégate en une sorte d'arc de Noé artisanal où s'entassent par centaines haches, hachettes, masses et coins de fer, marteaux et bisaiguës, herminettes et tenailles, scies, limes et gouges, et par milliers les ciseaux, pinces ou râpes d'Allemagne, couteaux à 4 livres l'un. Joignez à cela par centaines les coupons de mousseline, de soie ou de toile aux vives et criardes bariolures. 1 millier d'aunes de rubans blancs ou pourpres, d'écheveaux de fils rouges. Un amoncellement de casques en cuivre, de hausses cols, de plumets, de quoi appâter les convoitises de tous les chefs de tribus des îles du Pacifique. Sans parler des galons d'or et d'argent, des caisses de faux bijoux. Enfin, je ne vais pas vous lire tout cet ouvrage. C'est un ouvrage récent, très bien documenté, qui vient de sortir, et qui s'appelle « Tragique expédition, Lapérouse et Lang ». Et ce qui est fort intéressant, c'est que l'auteur de cet ouvrage n'est autre que le descendant direct du commandant de l'Astrolabe. Il s'agit de M. Fleuriot de Lang. Et vous comprendrez facilement que nous soyons adressés à lui pour mieux connaître les principaux personnages de l'expédition. Et tout d'abord, nous allons demander à M. Fleuriot de Lang de bien vouloir nous présenter les principaux personnages de l'expédition. Lapérouse est le commandant en chef et de Langle, le commandant second. Nous les avons vus, je crois, tout à l'heure à l'écran. C'est cela. Mais est-ce que, monsieur, les principaux personnages, on ne peut pas considérer que ce sont les navires? En un certain sens, vous avez raison. Ces 2 navires ont été armés, l'un à Rochefort et l'autre au Havre, puis à Lorient. Et comme il s'agissait de 2 gabarres, qui portaient d'ailleurs un nom assez ridicule, puisque l'une s'appelait l'Autruche et l'autre le Portefaix, on a troqué leur nom contre un nom plus idoine, l'un s'appelant l'Astrolabe et l'autre la Boussole. C'est plus noble. C'est plus noble. Maintenant, nous parlons là, évidemment, grâce à ces navires de navigation, mais il est certain que Lapérouse de Langle faisait une expédition scientifique également. Et le choix des savants, notamment, leur donnait bien du souci. Pour le choix des savants qui nous préoccupe tant, je me demande si le plus simple n'est pas de s'adresser à M. de Condorcet et de lui laisser le soin de les désigner. Ainsi, l'Académie des sciences, dont il est le secrétaire perpétuel, se trouverait engagée. Elle serait garante de leur connaissance. C'est une formule, en effet. Mais alors, je voudrais bien que monsieur le maréchal me laissât le soin d'aller faire moi-même la démarche auprès du marquis de Condorcet. Que voulez-vous donc lui dire de si personnel? Je voudrais lui dire un peu la vie qui attend ses savants pendant 2 ou 3 années, afin qu'il sache les choisir
non seulement en fonction de leur connaissance, mais aussi en tenant compte de leur âge, de leur santé et surtout de leur enthousiasme. Il est bien vrai qu'il ne faut pas entreprendre un tel voyage à contre-cœur. Toujours à propos de ces savants, ne pensez-vous pas que l'on en pourrait trouver qui fussent capables de tenir au moins chacun 2 emplois? Comment cela, 2 emplois? Vous n'espérez pas découvrir un botaniste capable de grimper au mât pour serrer une voile? Non, bien sûr. Mais il me semble qu'on pourrait trouver un botaniste qui soit aussi minéralogiste, ou encore un dessinateur qui tienne l'emploi d'ingénieur. Tenez, c'est comme pour l'aumônier. Il me semble qu'un seul devrait suffire pour les 2 navires. Et il faudrait en outre qu'il eût quelques talents supplémentaires. Ça, pour l'aumônier, il est possible d'en emmener un seul. Mais vous admettrez bien qu'il vous faut 2 astronomes, 1 par navire. Oui, et leur choix est important. Avez-vous quelque idée? Oui, j'ai pensé à Lepôte d'Agelais, membre de l'Académie des sciences, et à Louis Monge. Je ne les connais ni l'un ni l'autre, mais si vous m'assurez qu'ils sont compétents, cela me suffit. Mais hélas, ce ne sera pas si facile. Ils sont tous 2 professeurs de mathématiques à l'école militaire. Non, il faudrait obtenir du maréchal de Ségur qu'il consentit à vous les prêter quelques années. Je suis tout prêt. Allez les demander moi-même au maréchal de Ségur. Je suis certain que je trouverai des arguments qui le convaincront. Vraiment? Peut-on les connaître? C'est bien simple. Vous n'ignorez pas que d'ici quelques mois, nous allons découvrir et baptiser des terres inconnues. Eh bien, je vais promettre au maréchal de nommer île Ségur la plus belle de mes découvertes. Du diable si après cela il me refuse ses 2 professeurs. Est-ce que la Pérouse obtint de se rendre lui-même auprès du maréchal de Ségur, ministre de la Guerre? Ma foi, j'en doute un peu parce que on ne trouve pas trace de cette démarche dans les archives. Et il n'en demeure pas moins vrai que le maréchal de Ségur a eu la bonne grâce d'accorder les 2 mathématiciens qu'on lui demandait. Et d'autre part, il n'y a nulle part trace non plus d'île de Ségur. C'est exact, ce qui permet justement de douter que cette démarche ait eu lieu. Enfin, le résultat a été obtenu, mais encore fallait-il obtenir l'agrément des intéressés eux-mêmes. Ah, voici le commandant de la Pérouse. Il va pouvoir vous expliquer lui-même ce qu'il attend de vous. Monsieur Lepôte d'Agelais, membre de l'Académie des sciences. Monsieur Louis Monge. Bonjour, messieurs. Je suis bien heureux de vous voir. Si je comprends bien, mon ami Fleurieux ne vous a pas encore mis au courant de nos projets. Non, commandant, nous venions d'arriver lorsque vous êtes entré. Eh bien, voici. Le roi m'a confié le commandement d'une expédition de circumnavigation qui doit durer de 3 à 4 années et qui a pour objet d'aller reconnaître des îles, des mers et des côtes inconnues. La côte nord-ouest de l'Amérique, la côte de Tartarie, les îles Salomon et la Nouvelle-Hollande. 2 frégates ont été armées pour cette expédition. Il nous faut un astronome par navire. Voulez-vous être ces 2 astronomes? Mais vous savez, je crois pouvoir parler aussi au nom de mon ami Lepôte, que nous sommes tous 2 professeurs à l'école militaire. Il faudrait donc d'abord que le ministre de la Guerre accepte. Il accepte. Le maréchal de Ségur a donné son accord. La décision ne dépend donc plus que de vous. À vrai dire, je ne suis pas surpris par cette proposition. J'en avais déjà entendu parler. Vous voyez comme il est difficile de tenir ce secret auquel Sa Majesté tient tant. C'est à l'Académie que l'on m'en a déjà touché un mot. En insistant d'ailleurs pour que j'accepte. Vous êtes, m'a-t-on dit, le plus jeune membre de notre compagnie. C'est donc à vous que revient l'honneur d'accepter de nous représenter dans cette expédition. S'il en est ainsi, je ne regrette plus l'indiscrétion. D'autant que cet argument est pour moi décisif, car à ne vous rien cacher, je n'étais qu'à moitié tenté par la perspective d'un tel voyage. Pourtant, quelle merveilleuse aventure! Vous en parlez à votre aise, vous, dans votre bureau que vous ne quitterez pas. Mais figurez-vous que pour ma part, j'ai déjà tenté aux expéditions lointaines. Nous le savons bien. C'est même une des raisons pour lesquelles nous tenons tant à vous voir accepter. Vous êtes un homme d'expérience. C'est possible. Mais lorsque je suis revenu il y a 12 ans de la croisière australe de M. de Kerguelen, tout surpris d'ailleurs d'en être revenu, je m'étais bien promis de ne pas recommencer. Et puis, pour tout vous dire, messieurs, je suis sur le point de prendre femme. Enfin, cela tombe vraiment mal. Vous viendrez néanmoins. Eh bien oui, je viendrai. Et vous, monsieur Monge? Ma foi, je n'ai pas l'expérience de mon ami Lepôte, ni ses raisons sentimentales pour me retenir. Alors la curiosité l'emporte, je serai des vôtres. Bravo! Il ne me reste plus qu'une seule question à vous poser. À vous seul, monsieur Monge, puisque monsieur Lepôte a déjà parcouru les mers. Avez-vous au moins le pied marin? À vrai dire, je n'en sais rien. Mais on verra bien. Et sur quel bâtiment fut embarqué Louis Monge? Louis Monge, qu'il ne faut pas confondre avec son frère Gaspard, n'est-ce pas? Gaspard Plus célèbre. Plus célèbre.
Louis Monge était embarqué à bord de l'Astrolabe, à bord de mon trisaïeul, et bien qu'il se fût vanté d'être réfractaire au mal de mer, la suite a prouvé qu'il n'était pas. Ah bon? Car le malheureux a dû être débarqué bel et bien à Tenerife, et d'ailleurs à ce sujet, je vais vous montrer un document. Ah, vous possédez un document sur le mal de mer? Exactement. Il a bien fallu que Fleuriot de Langres rendit compte au ministre du débarquement de M. Monge. Effectivement. Voici ce qu'il écrit textuellement. L'état déplorable où le mal de mer a réduit M. Monge pendant la traversée de Brest à Madère m'a effrayé pour la suite de la campagne. Comme il avait un peu repris ses forces à Madère, je me suis flatté qu'il pouvait s'habituer à la mer, mais le dernier trajet l'a si fort incommodé que mes officiers et moi avons jugé qu'il était impossible qu'il continuât le voyage. Mes regrets, et ceux de mon état-major, sont d'autant plus fondés que M. Monge réunit au talent les qualités les plus aimables et que nous pourrons nous occuper d'astronomie à terre qu'autant que M. Dagelet, le pote Dagelet, voudra bien nous diriger. Je souhaite que notre zèle puisse suppléer aux connaissances étendues de celui que nous perdons. Mais il y avait un autre savant, je crois, le botaniste de la Manon. C'est exact. Monsieur de la Manon, le chevalier de la Manon, était originaire de Salon en Provence, et qui est le lieu de naissance de Nostradamus, comme vous savez. Et, mon Dieu, il ne faisait pas de prophétie, mais il se vantait très souvent. Et en particulier, on a fait de lui le botaniste, le minéralogiste, le physicien, en sorte que j'ai pu l'appeler l'homme orchestre de l'expédition. Eh bien, nous le retrouvons maintenant un matin, alors qu'il est reçu par Fleuriot. Claire Fleuriot? Oui. Il va sans dire que je suis prêt à assumer sans inquiétude toutes les responsabilités auxquelles on a bien voulu songer pour moi. Je suis, on a dû vous le dire, assez versé en sciences physiques. La botanique est ma spécialité, mais j'ai consacré assez de temps à l'étude des minéraux pour pouvoir identifier les roches des terres nouvelles que nous rencontrerons. Je me suis intéressé également d'assez près à l'étude des phénomènes météorologiques. En somme, vous serez un homme précieux pour une telle expédition. Ma foi, sans fausse modestie, je le crois. Mais vous devez bien penser que l'étendue de mes connaissances m'incite à me montrer exigeant. Exigeant? Et oui, il faut bien parler un peu du traitement qui me sera alloué. Oh, mais je pense que sur ce point, il n'y aura pas de difficulté. Croyez-vous? J'y ai réfléchi et je suis moins sûr que vous d'aboutir à des chiffres qui ne soulèvent pas quelques difficultés. Dites toujours. Voici. Il faut que cette campagne me rapporte en tout 12 000 livres. Diable. Oh, remarquez, je ne demande point à toucher la totalité de cette somme d'avance. J'espère bien. Non, j'ai prévu de ne toucher dès maintenant que 3 000 livres. Le reste me sera versé à mon retour. Malgré tout, 12 000 livres, c'est une somme. Je ne sais si je pourrai l'obtenir. Et il faudra bien. Et n'allez surtout pas croire que je sois cupide, intéressé. Je suis un savant, c'est tout dire. Les contingences matérielles ne m'intéressent pas. Mais que voulez-vous? En notre temps où le vrai mérite est si peu reconnu, il faut bien se préoccuper du qu'en dira-t-on. Or, vous le savez comme moi, ce qui compte plus que la fonction, c'est le traitement. Le traitement, aujourd'hui, fixe aux yeux du public le mérite Comme des chirurgien, la Pérouse aurait voulu engager un homme aussi célèbre que Andersen, le célèbre Andersen du capitaine Cook. En fait, il n'en trouva pas. Et il dut se contenter, c'est le cas de le dire, des moyens du bord. Il prit M. Rollin comme chirurgien et M. de la Martinière comme docteur en médecine, car il était diplômé de la faculté de médecine de Montpellier, qui est très célèbre depuis Rabelais. La Pérouse aurait bien voulu aussi n'emmener qu'un aumônier, mais finalement, il en emmena deux. L'un était le chanoine Mongès, chanoine régulier de Sainte-Geneviève, qui fut d'ailleurs aumônier à bord de la Boussole, et l'autre, le père Cordelier receveur, qui monta à bord de l'Astrolabe. Ces aumôniers avaient en même temps une fonction à bord, en dehors de leur fonction spirituelle. M. Mongès était un physicien distingué, était d'ailleurs rédacteur du journal de physique, et quant au père Cordelier, il était en même temps qu'aumônier, naturaliste à bord. Mais, le croiriez-vous, celui qui fut peut-être le plus difficile à dénicher, à trouver, ce fut le jardinier du bord destiné à la conservation des graines. Oui, et c'est ainsi que l'on put voir, dans les premiers jours de mai 1785, M. de la Pérouse, dans les jardins du roi, à la recherche de M. de Buffon. Pourriez-vous me dire où je pourrais trouver M. de Buffon? On m'a dit qu'il devrait être dans cette partie du jardin. Tenez, le voici qui s'éloigne. Monsieur de Buffon! Voici, comme peut-on? Permettez-moi de me présenter. Le capitaine de vaisseau de galop de la Pérouse.
On a dû vous annoncer ma visite. Mais oui, voyons. Monsieur de La Pérouse. Ah, j'y suis. C'est vous qui allez faire le tour du monde. À peu près, oui. Savez-vous que c'est passionnant? Et depuis que le maréchal de Castres m'a prévenu de votre prochaine visite, j'ai longuement songé à tous les problèmes que vous allez pouvoir résoudre. Tenez, rien que les observations recueillies sur les températures comparées et les degrés relatifs de la sécheresse et de l'humidité, en des points situés sur le même degré de latitude, mais à des longitudes différentes. J'ai toujours pensé, dans un autre ordre d'idées, que l'on s'exagérait grandement la difficulté d'acclimater des plantes sous des climats très différents. Oui, bien sûr. Le véritable problème, selon moi, n'est pas de les faire vivre une fois transplantées, c'est de les transporter sans qu'elles perdent rien de leur vivacité. Bien sûr, mais monsieur de Buffon... Avez-vous pensé au moins à ce que vous allez rapporter pour agrémenter pour les collections du cabinet royal? C'est très important, croyez-moi. Croyez que je vous serai très reconnaissant des précieux enseignements que vous pourrez apporter aux botanistes de notre expédition, monsieur de Lamanon et le docteur de Lamartinière. Oh, Lamanon, je connais bien. Mais le but de ma visite d'aujourd'hui est beaucoup plus précis, beaucoup plus limité. Je suis venu vous demander s'il vous serait possible de trouver parmi votre personnel un garçon jeune, sachant bien lire et écrire, et qui accepte de venir avec nous pour répertorier, classer, entretenir les plantes que nous rapporterons. Un jardinier, mais rien de plus facile. Que ne le disiez-vous plus tôt? Tenez, voici justement l'homme qui va vous dénicher l'oiseau rare. Monsieur Toin. Monsieur Toin. Voilà, monsieur. Monsieur Toin, voici le commandant... La Pérouse. Le commandant de La Pérouse, qui part en expédition pendant plusieurs années sur toutes les mers du globe. Il faut lui trouver un jardinier pour l'accompagner. Un garçon jeune, plein de santé, capable de tenir un catalogue. Avez-vous cela? Je ne vois guère que le jeune Collignon. Acceptera-t-il? Je le crois. En tout cas, commandant, comptez sur moi pour insister auprès de lui, et je l'aiderai de mon mieux. J'établirai un mémoire guide où seront catalogués les végétaux dont il importe d'enrichir les peuples que vous découvrirez. Je préparerai quelques caisses de graines et d'arbustes. Mais vous partez quand? D'ici 2 ou 3 mois. Oh, mais je n'ai que le temps de m'y mettre. Mais peut-on au moins le voir, ce jeune Collignon? Sans doute, mais laissez-moi le soin de le préparer à cette idée. Jean-Nicolas. 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 Monsieur. Approche. Voici Jean-Nicolas Collignon. Messieurs, c'est un de mes meilleurs jardiniers. Je l'aime comme mon propre fils. Vous êtes trop bon, monsieur. Tu viendras me voir dans la serre, j'aurai à te parler. Autre problème important, celui des interprètes. C'est pourquoi La Pérouse décide d'envoyer à Londres un membre de son état-major, dûment désigné au préalable, le capitaine du génie Monneron, avec pour mission de ramener de Londres un interprète d'esquimau et un interprète de russe. Mais a-t-il réussi dans son entreprise? Dans une partie de son entreprise, Monneron a ramené de Londres 2 boussoles d'inclinaison qui avaient appartenu à James Cook et qui lui ont été confiées dans un noble geste d'émulation par Sir Joseph Banks, qui était le président de la Société royale d'Angleterre. Mais il n'y avait pas d'interprète esquimau, il a fallu s'en passer. En revanche, pour le russe, c'est le roi lui-même qui a désigné le jeune Barthélemy de Lesseps pour être interprète à bord de l'Astrolabe, interprète de russe. Barthélemy de Lesseps avait 23 ans, il était le fils du consul de France à Pétersbourg et il se trouvait justement à Versailles, ayant porté des dépêches du comte de Sécure, ambassadeur. Louis XVI a donc désigné nommément Lesseps pour faire partie de l'expédition comme interprète de russe au Kamchatka. Un autre élément important, je crois qu'il nous faut signaler, c'est vraiment le rôle prépondérant des dessinateurs à bord d'une pareille entreprise, à bord des 2 frégates. En effet, il faut se rappeler que nous sommes en 1785, c'est-à-dire un siècle avant la découverte des Frères Lumière. Et on peut se dire également que le jeune Nicéphore Niepce était un jeune bambin d'une dizaine d'années. En conséquence, à bord, il n'y avait que le dessin pour fixer tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on pouvait voir, tout ce qu'on recherchait. Il est extraordinaire de penser tout ce qu'une pareille expédition scientifique, comme celle de Cook ou celle de La Pérouse, peut ramener d'un pareil voyage. Voici quelques exemples
Voici l'atlas de la Pérouse, et naturellement, il y a des relevés de cartes à faire, des relevés de cartes comme ceci, mais il n'y a pas que les cartes et les relevés topographiques. On rencontre également les indigènes dont il faut fixer les traits, les détails de costumes, et également les objets dont ils se servent. Et puis, il y a le travail des plantes. Voici par exemple une liane du Chili. Et puis, il y a les fleurs, il y a les arbres, et on ne s'arrête pas là, bien sûr, car il y a également le relevé d'une vue panoramique, d'une baie particulière, d'une montagne, d'un rivage, des sondages, bref, un travail énorme des dessinateurs. Mais ces dessinateurs, n'est-ce pas, tous n'étaient pas des professionnels. Il y en avait parmi eux qui, outre leur talent pour manier le crayon ou à se servir de l'aquarelle, devaient en quelque sorte tenir un autre emploi à bord. C'était le principe de la Pérouse. Et il lui a été difficile de l'appliquer. Il n'a rencontré que le lieutenant de frégate, c'était le titre qu'il portait, Blondelat, qui est l'auteur d'excellents croquis, de plans très précis, et un certain ingénieur, Sébastien Bernizet, qui excelle à aquareller les cartes. Et il faudra embarquer des dessinateurs qui soient vraiment que des dessinateurs. Parmi eux se trouvera par exemple Duché de Vinci, qui est justement l'auteur de la plupart des planches qui renferment cet album. Et pour la botanique, les deux dessinateurs Prévost, l'oncle et le neveu. Bien maintenant, si après avoir parlé des savants, des dessinateurs, des interprètes, nous parlions un peu des marins. Bien volontiers. La Pérouse et l'Angle avaient choisi, dans la mesure du possible, des hommes qu'ils avaient vus à l'œuvre. Je vous citerai par exemple le lieutenant de vaisseau de Clonard, Sutton de Clonard, ou encore M. Tréteau de Bourgeois, qui était un ancien de la baie d'Hudson. Et qui y avait-il encore comme autre officier à bord? Comme officier à bord, les officiers s'étaient recrutés principalement parmi les gens qui avaient des parents en place, n'est-ce pas? Ce qui leur avait valu la faveur de participer à l'expédition. Et je vous citerai entre autres les deux frères de Laborde, qui était le fils d'un banquier de la cour, ou encore Boutin, qui était le fils d'un conseiller à la cour, et M. Pervers, qui était le neveu du grand suffrain en personne. Et est-ce qu'il y avait, sur le plan régional, un recrutement particulier? La Pérouse était méridionale, albigeois exactement. Albigeois. Comme albigeois, il a certainement influé sur la destinée de certains officiers, en particulier de certains gardes-marines. Mais je dois vous dire, et ce n'est pas parce que je représente M. de Langle, mais M. de Langle étant breton, c'est surtout parmi les Bretons que se sont recrutés les volontaires. C'est-à-dire les équipages? Les volontaires des équipages. Et il suffit de jeter un coup d'œil sur le rôle des équipages pour voir foisonner le Bihan, le Gloaec, le Rio, le Pusquelec, enfin tous les noms de Bretagne. Et en particulier, ces braves gens ne se méfiaient pas que, tandis que le Fourier appelait leur nom pour le rôle, un autre Fourier du ciel, le recteur de leur paroisse, lirait un jour leur nom sur l'obituaire au prône du dimanche. En effet, l'expédition de la Pérouse connut 3 épisodes tragiques. Le premier eut lieu le 13 juillet 1786. L'expédition venait d'atteindre le pied du mont Saint-Élie de Béringue, c'est-à-dire le point nord le plus extrême de son périple, lorsque la Pérouse avait eu la joie de découvrir une magnifique baie et il l'avait baptisée Port des Français. Il avait envoyé en reconnaissance 2 canots qui étaient montés par 21 marins et officiers et malheureusement, une lame de fond a submergé ces 2 chaloupes et dans cet accident ont péri les 2 frères de Laborde et le monsieur Morel d'Escure. C'était le premier épisode tragique qui endeuillait l'expédition. Et le deuxième épisode tragique eut lieu quelques 6 mois plus tard, exactement le 11 décembre 1787, et dans l'archipel que M. de Bougainville, le premier, avait appelé archipel des navigateurs. C'est là, dans une anse qu'il avait d'ailleurs reconnue la veille, que le commandant de l'Astrolabe, soucieux d'épargner à ses équipages les tourments du scorbut, vint se pourvoir en vivres frais et en eau fraîche. Il avait eu soin de partir avec 60 hommes et de disposer une huette soldats le long du rivage pour se garer de la turbulence des indigènes, ils étaient environ 200, qui entouraient le point des Gades. Malgré cette précaution, des femmes se faufilèrent parmi nos marins et nos soldats, et des femmes assez aguicheuses, et vous savez que les Européens qui ont fait le tour du monde n'ont pas beaucoup d'armes contre de pareilles attaques. À un moment donné, la situation s'est envenimée, des sauvages
accourus, dit-on, d'un autre point de l'île, et environ 800 foncèrent soudain sur les canaux. Le commandant, ayant vu le danger, donna ordre de regagner en toute hâte les chaloupes. Il aurait pu opposer à ses assaillants une muraille de balles, mais il se souvint du roi qui lui avait recommandé au départ de ne pas verser inutilement le sang indigène, sauf en cas d'extrême nécessité et de légitime défense. De Langle, se conformant aux ordres du souverain, tira un coup en l'air. À ce signal se déclencha une attaque de tous les assaillants. Des quartiers de roche, des pierres volèrent au bout des frondes. L'une de ces pierres atteignit à la tempe le commandant de Langle. Il tomba sur le traversin de la chaloupe, fut aussitôt massacré par les casse-têtes des indigènes, et hélas, 11 membres de l'expédition, 11 de ses compagnons, subirent le même sort. 49 réussirent néanmoins à s'échapper et, gagnant le passage des coraux, sortirent de cette anse funeste, anse piège, pourrait-on dire, qui, en souvenir de ce drame du 11 décembre 1787, s'appellera désormais et s'appelle encore l'anse du massacre. Enfin, le troisième épisode tragique fut la disparition des 2 frégates. En effet, la Pérouse disparut corps et biens sur les récifs de Vanikoro à une date, je crois, qu'il est très difficile de déterminer. Elle est difficile à déterminer, c'est vrai. Pourtant, nous savons que les dernières nouvelles qui soient parvenues de l'expédition partirent de Botany Bay, sur les côtes occidentales de l'Australie, c'est-à-dire de ce qu'on appelait alors la Nouvelle-Hollande, et elles partirent en février, au mois de février 1788. Voilà le seul repère de date que nous ayons. Après, il a fallu 37 ans de recherche et l'expédition de Peter Dillon, de Dumont d'Urville, pour acquérir la triste certitude que la boussole et l'astrolabe avaient terminé leur carrière sur le poignard des récifs de Vanikoro. Un mystère entoure toujours le sort des frégates, et c'est pour essayer de lever ce mystère que M. Pierre Antonios, commissaire de France et résident général aux Nouvelles Hébrides, a entrepris ces mois derniers des fouilles sous-marines à Vanikoro, sur l'emplacement du naufrage. Ces fouilles sous-marines l'ont conduit à retrouver l'épave de l'astrolabe, et si la Marine nationale veut bien lui prêter le concours qu'il espère, de la Calypso et du commandant Cousteau, peut-être trouvera-t-il l'épave de la boussole elle-même, et ainsi arrivera à dissiper ce qui reste de mystère entourant cette expédition. Eh bien, remercions M. Fleuriot de Langle, quoiqu'il nous laisse sur un ton un peu mélancolique, qui est bien explicable d'ailleurs, mais chassons, voulez-vous, les idées noires. À bord, personne ne songe au sort tragique, au contraire, c'est la fièvre au départ, la joie du départ. À bord, oui, mais à Brest aussi, et même dans tout le royaume, à Paris même. Tenez, j'ai là une médaille qui a été frappée à Paris sur ordre du roi. Cette médaille présente sur son avers le roi de France, Louis XVI, roi de France et de Navarre. Et sur son revers, nous pouvons voir tout un texte, et peut-être pourrez-vous le lire. Les frégates du roi de France, la boussole et l'astrolabe, commandées par messieurs de la Pérouse et Langle, partis du port de Brest en juin 1785. Eh bien, voyez-vous, cette médaille est authentique, c'est la véritable médaille, mais néanmoins, elle est inexacte. Elle est inexacte parce que partie du port de Brest en juin 1785, ce n'est pas exact. Au mois de juin, les frégates n'étaient pas prêtes. Le mois de juillet 1785 vit un fort vent d'ouest souffler terriblement, bloquant les frégates au fond de la rade. Et ce n'est que le 1er août 1785 que la boussole et l'astrolabe purent prendre la mer. Les voilà donc partis. Nous allons, si vous le voulez, suivre ces frégates. Nous allons les suivre, disons, si vous voulez, du port de Brest jusque, par exemple, au mois de janvier 1787. Pourquoi? Ah non, écoutez, pas trop vite. Prenons les choses par ordre chronologique. Donc, nous avons dit 1er août 1785, départ du port de Brest. Route vers le sud, bien entendu, 18 jours de navigation et nous arrivons ainsi aux Canaries. Aux Canaries, 10 jours d'escale.
Pendant ces 10 jours, vous le savez, Louis Monge en profite pour débarquer. Et alors, nous partons vers l'ouest, nous croisons les îles portugaises de Trinité. Et je vais demander à changer de carte parce que je n'ai pas assez de place là-dessus. Alors, nous allons maintenant changer de carte pour passer vers l'Amérique. Nous arrivons effectivement ici. Et les frégates longent les côtes de l'Amérique du Sud, font un crochet, un petit crochet comme ceci, à la recherche de l'île Grande de la Roche, puis descendent vers le Cap Horn, remontent le Cap Horn, passent les côtes, remontent les côtes du Chili et arrivent ici jusqu'à la Conception. Alors, à la Conception, il y a une escale d'un bon mois, escale agréable d'ailleurs, réception, mondanité. Et si l'on veut lire le récit entre les lignes, on s'aperçoit que les belles dames que vous voyez, qui sont dues au crayon de Duché de Vancy, n'ont pas été insensibles au charme des jeunes enseignes de la boussole et de l'astrolabe. Mais enfin, si vous voulez, passons, ou plutôt, si vous voulez bien, appareillons le 15 mars 1786, et nous partons à nouveau vers l'ouest. Nous étions ici, n'est-ce pas? Et nous partons vers l'île de Pâques. L'île de Pâques, qui avait été décrite par Cook, et là encore, un mois d'escale qui permet aux dessinateurs et aux savants de faire des relevés très précis des statues colossales de l'île de Pâques. Et puis, ça va être un nouveau départ qui va nous permettre de remonter vers les îles Sandwich, où, là encore, il y a une courte escale, mais dans l'esprit de chacun, il y a le souvenir de Cook, et particulièrement dans l'esprit de la Pérouse. Car la Pérouse note sur son livre de bord depuis le départ, sans trace aucune de littérature, tout ce qui se passe à bord, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense. Et actuellement, il pense à la Pérouse et rend hommage au grand capitaine anglais Cook. Plein d'admiration et de respect pour la mémoire de ce grand homme, il sera toujours à mes yeux le premier des navigateurs et celui qui a déterminé la position précise de ces îles, qui en a exploré les côtes, qui a fait connaître les mœurs, les usages, la religion des habitants, et qui a payé de son sang toutes les lumières que nous avons aujourd'hui sur ces peuples. Celui-là, dis-je, est le vrai Christophe Colomb de cette contrée, de la côte d'Alaska et de presque toutes les îles de la mer du Sud. Eh bien, après les îles Sandwich, c'est une traversée du Pacifique, disons si vous voulez, du sud au nord, et nous arrivons ainsi au port des Français, à la baie des Français, où se passe cet incident tragique qu'on vous a conté tout à l'heure, la perte de 2 Biscayennes et de 21 hommes. Puis les 2 frégates longent la côte de Californie, et quand je dis longe, je devrais dire passent la côte au peigne fin, car ils font là un travail extraordinaire de précision, un relevé hydrographique et topographique vraiment très précis, qui encore aujourd'hui a sa valeur. Et d'ailleurs, ce relevé aurait justifié à lui seul le déplacement et les frais d'une telle expédition. Puis, en descendant toujours, les frégates, à ce moment-là, traversent le Pacifique, cette fois dans l'autre sens, c'est-à-dire d'est en ouest, et ce, jusqu'à Macao, où ils arrivent le 3 janvier 87. Et vous allez dire que nous avons escamoté 17 mois de navigation. Oui, c'est vrai, je le reconnais bien volontiers, mais il y a une raison à cela. C'est parce que jusque-là, la Pérouse n'a pas pratiquement exploré, il a voyagé, il a mis son étrave dans le sillage d'autres. C'est pourquoi nous avons voulu centrer l'émission sur la partie vraiment neuve de la recherche, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Pérouse lui-même qui dit partie vraiment neuve de l'expédition. D'ailleurs, pour vous exposer cette partie nouvelle, si le flashback, ou si vous préférez le retour en arrière ne vous fait pas peur, nous allons demander au roi de France lui-même de nous l'exposer. Après l'hivernage à Macao, Canton ou Manille, le chef de l'expédition visitera avec prudence la côte de Corée et celle de Tartarie. Il passera le détroit de Tessoua et visitera les terres désignées sous le nom de Yezo et celles que les Hollandais ont nommées terre des États et les Russes îles de Nadezhda, sur lesquelles on n'a encore que des notions confuses. Voilà notre route. Tu as bien compris les ordres du roi. Il convient de la suivre avec prudence. C'est facile à dire. En tout cas, nous allons maintenant aborder la partie vraiment intéressante de notre expédition. Jusqu'ici, nous avons mis notre étrave dans le sillage laissé par d'autres, mais bientôt, nous irons vraiment à la découverte. Ne sois pas trop modeste. Tu as déjà baptisé quelques caps, quelques baies. Moi, modeste? Tiens,
Écoute plutôt ce que je viens d'écrire au directeur des ports. Le commandant de la Touche? Lui-même. Voilà. Bien que nous n'ayons que glané après le capitaine Cook... Pour le moment. Notre relation sera néanmoins très intéressante. Je te fais présent d'une superbe baie qui portera à jamais ton nom et un fleurieux d'un cap qui fera époque dans la géographie. Je n'ai donné que les noms de mes amis à nos découvertes avec celui de quelques ministres très disgraciés. Les noms de M. de Castres et de la famille royale sont réservés pour la côte de Tartarie, qui sera la partie absolument neuve de notre campagne et certainement la plus difficile. Nous y voilà. Remarque que d'un certain point de vue qui n'intéresse ni la géographie ni l'hydrographie, mais qui semblait si important au roi, notre escale à Macao n'est pas dénuée d'intérêt. Tu veux parler de la partie politique et commerciale de nos instructions? Exactement. J'ai noté à ce sujet quelques observations, mais elles sont plutôt décevantes. S'il est vrai que la Chine consomme beaucoup plus de denrées d'origine européenne que nous ne le supposions, j'ai chiffré cet échange à 50 millions par an, il n'en est pas moins exact que ces damnés Anglais détiennent une sorte de monopole pour traiter sur le marché chinois. Monopole bien peu enviable. Ces mandarins apportent aux tractations commerciales une mauvaise volonté et une mauvaise foi inimaginable. Oui, j'ai noté cela. Il ne se voit pas une tasse de thé en Europe qui n'ait coûté au moins une humiliation à ceux qui l'achètent à Canton. D'ailleurs, depuis que nous faisons escale à Macao, nous avons été les témoins de ces humiliations. As-tu relevé quelques-uns des exemples qui nous ont été cités ici? Sois tranquille, je n'ai rien oublié. Ni l'histoire de ce canonnier anglais qui a été pendu par les Chinois pour avoir tué un malheureux en tirant une salve d'honneur. Ni celle des miliciens portugais qui ne peuvent être armés que de bâtons et qui sont pendus sur la place du marché s'ils ont le malheur de surprendre un Chinois en train de voler. C'est la lâcheté des Portugais qui est la cause de toutes ces humiliations. Et pourtant, cette place de Macao, s'il voulait, pourrait tenir tête à toute l'armée et à toute la flotte chinoise. Mais là, où devrait se trouver un fort hérissé de canons, nos braves Portugais ont bâti une église. J'espère au moins que dans ta relation de notre escale, tu as rendu hommage à leur gouverneur. Il nous a reçus en compatriotes. Ce bon monsieur de Lemos, s'il savait quels ennuis il me cause, ou bien involontairement, avec son hospitalité. Comment ça? Tu n'es pas au courant? La crise n'a pas atteint l'astrolabe. Quelle crise? Tu vas le savoir, car j'attends d'un moment à l'autre les protestataires. Et tu vas voir quel accueil je leur réserve. Tiens, je parie que ce sont eux. Entrez! Commandant, il y a là monsieur de la Manon, le docteur Lamartinière et monsieur l'abbé de Mongès qui disent qu'ils veulent vous parler. Qu'ils entrent! Bien, commandant. Vous avez demandé à me parler, messieurs, je vous écoute. Commandant, nous venons protester respectueusement auprès de vous. Nous sommes émus. Blessé. Chagriné. Que diantre, messieurs, expliquez-vous. Qu'ai-je donc fait qui vous ait pu... Comment avez-vous dit? Blessé, chagriné, émouvoir? Voici, depuis que nous sommes à Macao, on nous méprise, on ne veut plus nous voir et cela nous affecte trop pour que nous ne vous le disions pas. On vous oublie. On vous méprise. Et qui donc, je vous prie, a pu vous maltraiter de la sorte? Mais vous, commandant, et vous le savez bien. Comment, alors que le gouverneur avait invité tout le monde à ses réceptions, vous ne nous y avez jamais emmenés? Aussi avons-nous résolu de venir vous demander si vous comptez désormais agir toujours ainsi aux prochaines escales. Car alors, vous ne serez pas surpris que nous décidions de nous isoler complètement. Nous qui pensions que les dangers et la gloire d'un voyage entrepris pour la géographie et les sciences allaient nous réunir plutôt que nous diviser. Oh, allons, messieurs, soyons sérieux. Et n'allez pas chercher je ne sais quelle histoire de mépris, alors que les raisons de ma conduite sont si claires, si simples. Je ne quitte pas mon bord au mouillage, à 3 lieues de Macao, alors que vous avez l'agrément de loger à terre. Je ne sais même pas dans quel quartier vous habitez. Il faudrait, lorsque je suis convié chez le gouverneur avec mes officiers, invitation auquel je me rends plus par devoir que par plaisir, que je cours la ville pour vous chercher. Il ne tenait qu'à vous de vous informer de l'endroit où nous logeons. Vous n'eussiez fait qu'accomplir votre devoir de chef d'expédition et de galant homme. Vraiment? Tu entends ça, Delangle? De chef d'expédition et de galant homme. Eh bien, messieurs, je ne sais pas encore ce que va faire de vous le galant homme. Je sais bien ce que fera le chef de l'expédition. Messieurs, vous figurez au rôle de mes équipages comme assimilés enseigne, et êtes soumis de ce fait aux règles générales de la discipline applicables sur les vaisseaux de Sa Majesté. Vous ne l'ignorez pas, cela résulte d'ailleurs des engagements que vous avez signés. Oui, certes. En effet. Eh bien, messieurs, vous allez regagner vos cabines et y prendre les arrêts de rigueur.
Cela vous apprendra à venir formuler en délégation des revendications qui eussent dû être exprimées séparément, respectueusement et par la voie hiérarchique. Vous pouvez disposer, messieurs. Ça, mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont vexés. Il paraît qu'ils rongent leurs freins depuis que nous sommes ici, parce qu'ils n'ont pas eu droit aux ponges de Madame de Lemos. En tout cas, cette idée de les mettre aux arrêts de rigueur leur a fait l'effet d'une douche froide. Sois tranquille, ils n'y resteront que 24 heures. Je ne veux pas leur donner le prétexte d'aller raconter partout que je les ai empêchés de remplir leur mission. Bien heureusement, au cours de cette escale, les commandants trouvèrent des sujets de préoccupation plus agréables. En effet, la réputation des porcelaines chinoises leur donna le désir de posséder des services à leurs armes. Vous possédez, monsieur, dans vos collections personnelles, quelques pièces du service que se fit exécuter votre trisaïeul. C'est exact. Je peux vous en montrer un spécimen que voici. Et qui fut dessiné par un des dessinateurs du bord. Oui, vraisemblablement le dessinateur du Chai de Vancy, l'artiste du bord. Et alors on a confié ce dessin, ce modèle, aux artistes chinois qui ont enluminé ce dessin avec leur patience habituelle, la finesse de leur pinceau. Vous voyez au centre, ce sont les armes du commandant de l'Astrolabe, qui sont à gauche des fleurs, emblème parlant des fleuriots de l'angle, et à droite se trouvent les armes de sa femme. Au-dessous, c'est la croix de Saint-Louis qui est attachée par la petite bouffette rose, une petite bouffette rose dans une guirlande, et vous voyez que tout autour de cette assiette tourne une torsade de vieux roses entrelacés à des branchages. C'est un dessin très pur du XVIIIe siècle, très simple mais très pur. Le 23 avril, alors que les frégates viennent d'avoir connaissance de l'île de Formose et ont trouvé un mouillage convenable à environ 10 lieues vers le nord, un spectacle vraiment inattendu s'offre aux navigateurs. Regardez. Les Chinois, pour mater une rébellion qui vient d'éclater dans l'île de Taïwan, ont rassemblé toute leur flotte. C'est important, la flotte chinoise. À vrai dire, ils ne se livrent à aucune manifestation déplacée, mais on pourrait peut-être juger leur attitude menaçante. Menaçante, menaçante. Il manquerait plus que ça. Il y a beau y avoir là une flotte entière, nous ne laisserions pas passer une provocation sans riposter. Tiens, que font-ils? On dirait qu'ils manœuvrent tous pour rallier ce navire qui est mouillé à une lieue de nous, dans l'est, sur l'accord des bancs. Un navire qui est chargé de nombreux pavillons, et qui doit être... qui est sûrement leur amiral. Tenez, regardez, monsieur de la Manon. Merci. Il n'est pas possible de compter les bâtiments tant ils sont nombreux. En effet, on dirait que toute cette flotte se rassemble devant cette embouchure de rivière que l'on voit un peu à gauche, et dont les bancs s'étendent jusqu'à 3 ou 4 lieues au large. Voulez-vous voir, monsieur? Volontiers, merci. Savez-vous que ces bateaux qui nous croisent et se dirigent vers ces bancs se tiennent très exactement à la limite de portée de nos pièces? Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi ils viennent ainsi passer devant nous. Qu'en pensez-vous, commandant? En effet, on le voit très distinctement. D'ailleurs, ce navire est devenu le pôle d'attraction de toute cette flotte. Sans aucun doute, le déclenchement des opérations est imminent. Messieurs, il tire! Eh oui, monsieur de la Manon, c'est le canon. Portez-moi mon porte-voix. Bien, commandant. Eh oui, monsieur les Chinois. S'il est vrai, comme on le dit, que c'est vous qui avez inventé la poudre, on va bien voir comment vous savez vous en servir. Mais vous n'allez pas... Voilà, commandant. Merci. Tout le monde sur le pont, parés appareillés. Tout le monde sur le pont, parés appareillés. Tout le monde sur le pont, parés appareillés. Et voilà, monsieur de la Manon. D'ici quelques minutes, nous serons loin. Vous ne serez pas la fin de ce combat dont vous avez été le spectateur. Ah, parce que vous n'avez pas l'intention de vous en mêler? Du diable, pourquoi irais-je m'en mêler? Ces braves gens sont bien trop occupés à mener leur propre affaire pour s'intéresser à nous. Mais dites-moi, monsieur de la Manon, on dirait que vous avez chaud. Ma parole, mais vous ruisselez de sueur. Il ne faut pas rester ici, malgré la température. Vous pourriez attraper mal. Vous vous occuperez de la manœuvre. Bien, commandant. Une bataille comme celle-ci, monsieur de la Manon, où les navires s'entraînent à un ennemi resté à terre, me rappelle l'affaire de la baie d'Hudson, où était également monsieur de l'Angle. Il y avait une côte à peu près comme celle-ci, avec une embouchure de rivière, mais il fallait écarter les blocs de glace pour frayer un chenal où les navires puissent avancer. Ah, de la glace?
Eh bien, laissons monsieur de la Pérouse raconter ses campagnes au brave Lamanon, qui n'a pas l'air de beaucoup apprécier les campagnes navales, n'est-ce pas? Eh bien, les frégates sont reparties vers le nord. Elles ont approché d'îles qui avaient été sommairement décrites par un père vivant en Chine, le père Gobil. Il s'agit de l'archipel des Liqueux. Et puis, remontant encore vers le nord, les frégates arrivent à l'île de Kelpart, sur lequel un navire hollandais en 1635 avait fait naufrage. C'était le navire Sparrowhawk. Et puis, voici le détroit de Corée. Le 25 mai 1787, les frégates franchissent le détroit de Corée et entrent en mer du Japon. Et 5 jours plus tard, un navire japonais d'une centaine de tonneaux passe à portée voie de la boussole et immédiatement, le capitaine de frégate Blondela se précipite sur le pont avec son album à la main pour en fixer les détails. Vous ne perdez pas de temps. C'est que je voudrais bien relever un croquis de ce bateau japonais que nous venons de croiser, tant que j'ai encore dans l'œil ses formes, ses proportions. Vous avez raison. D'autant que nous ne sommes peut-être pas prêts d'en rencontrer un comme celui-là, à portée de voie. Vous avez vu ses occupants? Ils pouvaient être une vingtaine. Oui, à peu près. Cela doit être bien incommode pour la manœuvre, ces espèces de soutanes bleues qu'ils portent. Vous avez raison, des soutanes. Je me demandais ce que pouvait évoquer leur costume. Des soutanes. On eût dit un navire commandé par des prêtres. Ah non. Non? Non. Au milieu, le mât. Au milieu. On eût dit un faisceau de mâtereaux en plein milieu du navire, entouré par des cercles de cuivre et des rostures. Et par là-dessus, la voile immense, dont les lais ne sont pas cousus, mais lacés dans toute la hauteur. Oui, ça je l'ai bien vu. Comme la coque avec sa petite galerie en saillie, le canot placé en travers de l'avant. Et excédant de 7 à 8 pieds la largeur du navire. N'oublions pas non plus la tâche du gouvernail, liée à la chinoise, avec des cordes. Si ça se trouve, nos braves Japonais qui n'ont pas eu l'occasion de voir un navire européen dans ces eaux cherchent en ce moment à fixer leurs souvenirs comme nous. Après avoir bordé la grande île nippone et rencontré d'autres navires semblables, c'est enfin la Manche de Tartarie que les frégates rencontrent. Mais si vous le voulez, nous allons maintenant regarder une carte. Celle-ci, c'est celle dont disposait la Pérouse. Vous voyez ici le détroit de Tessoua, qui donne accès à la Manche de Tartarie. Et évidemment, on voit qu'ici, l'île d'Iezo n'existait pas, ou si elle existait, elle était soudée complètement avec les Sakhalines, ou l'île Ségalien, comme on disait. Et même l'île Sakhaline, on ne savait pas très bien si elle était jointe au continent ou pas, s'il y avait un passage. On ne voyait rien, ces pointillés l'indiquent très exactement. Et tant pis si j'anticipe un peu, mais je crois qu'il est nécessaire maintenant de regarder une carte actuelle. D'ailleurs, quand nous disons carte actuelle, nous pouvons dire carte de la Pérouse, car c'est le tracé qu'en a fait la Pérouse qui a servi à dresser les cartes actuelles. Et vous voyez les grosses différences. Il y avait des erreurs considérables dans la carte que possédait la Pérouse. Erreurs qui auraient pu être fatales aux deux frégates si justement la Pérouse n'avait fait preuve d'une extrême prudence. Il envoyait toujours des canots devant les frégates pour sonder et il avait doublé les vigies sur chaque bâtiment. Dans cette partie vraiment toute neuve, la partie de la découverte propre de la campagne de la Pérouse, il y avait maintenant 3 missions à remplir. La première, eh bien, c'était de reconnaître évidemment la Manche de Tartarie, car aucun navire européen n'avait jamais remonté cette Manche de Tartarie. Et les 2 autres missions découlent évidemment de la première, c'était d'explorer et de relever le rivage est, et bien entendu le rivage ouest. Mais la préparation d'une telle expédition, car on peut employer ce mot, la préparation ne pouvait se faire qu'à terre. C'est pourquoi la Pérouse cherche un mouillage convenable et sûr. Il le trouve enfin dans une baie qui est située par 45 degrés 13 minutes de latitude nord et 135 degrés 9 minutes de longitude est. Alors, commandant, avez-vous déjà décidé qui sera l'heureux bénéficiaire de cette baie? Est-elle baptisée? Elle est baptisée. Vous savez, jeune de Lesseps, que dans la marine du roi, on est plus expéditif que dans sa diplomatie. Nous mouillons actuellement en baie de Ternay. De Ternay? Que c'est beau d'être jeune. Je parie que ce nom ne vous dit rien. Ma foi, pour être franc... Eh bien, sachez, jeune Lesseps, que le chevalier de Ternay s'est illustré comme chef d'escadre pendant la guerre d'indépendance américaine, qu'il y a laissé la vie. J'ai eu l'honneur de servir sous ses ordres, et il m'honorait de son amitié. Ah, docteur,
Que nous apportez-vous? Une moisson miraculeuse. Et à vrai dire, les plantes que l'on trouve ici ne diffèrent guère de celles qui croissent dans nos climats, mais elles sont plus vertes et plus vigoureuses. Et vous l'avez vu, la plupart sont en fleurs. J'ai mis dans mon herbier des roses, des lys jaunes et rouges, du muguet, diverses espèces de fleurs des prés. Quant aux arbres, vous avez pu voir les pins qui coiffent les montagnes. Eh bien, les chênes viennent ensuite, un peu plus bas. Et ils diminuent de grosseur et de vigueur à mesure que l'on descend vers la mer. Tout cela est très intéressant, mais je crains fort que ça ne fasse pas le compte de nos équipages. N'avez-vous rien vu qui pût être consommé? Voilà plus de 75 jours que nous avons perdu le goût des légumes frais. Cela ne manque pas. Tenez, à quelques centaines de mètres en amont de ce ruisseau, il y a une vaste prairie. J'ai trouvé des petits oignons, du céleri, de l'oseille. Hélec! Clarec, le bilan! Prenez des paniers et allez chercher des légumes. Vous en trouverez dans cette prairie en remontant le long de ce ruisseau. Qu'est-ce que c'est que ça? 3 jeunes enfants, certainement les plus inexpérimentés de la région, car les autres animaux sur lesquels nous avons tiré des ours et des cerfs ne nous ont guère laissé le temps pour les ajuster. Vous êtes allé loin? Encore assez. Notre canot a abordé dans l'anse aux ours, c'est-à-dire la 3e crique là-bas. Tiens, monsieur de la Manon, où étiez-vous passé? Je vous ai cherché tout à l'heure pour vous montrer un caillou surprenant. Brillant sur une face et veiné d'encre foncée. J'espère que vous l'avez conservé. Oui, je vous le montrerai tout à l'heure. Eh bien, moi, pour une fois, j'ai renoncé à la botanique et à la minéralogie. Et je suis parti sur la piste des tartares. Et vous en avez trouvé? Non, heureusement peut-être, car si on les dit hospitaliers, cela reste à démontrer. Mais j'ai vu de nombreuses traces laissées par des hommes. Des arbres coupés avec des instruments tranchants. Des objets même. Tenez, regardez ce panier d'écorce de bouleau cousu avec du fil. C'est étonnant. J'ai rencontré les mêmes fabriqués par les Indiens du Canada. Et cette raquette? Je l'ai découverte un peu plus loin. Cela doit servir sans doute à marcher sur la neige. On en fait également d'identique au Canada. Mais au fait, et vous, commandant, vous avez disparu pendant 2 heures. Qu'avez-vous trouvé? Vous me dites cela parce que vous êtes tout fiers d'avoir découvert un panier et une raquette. Et vous pensez que nous avons été moins heureux dans nos recherches? Eh bien, détrompez-vous. Nous avons fait une véritable découverte, n'est-ce pas, le Seps? Ah, c'est absolument exact, monsieur de la Pérouse a une chance inouïe. Enfin, appelez cela comme vous voudrez, de la chance, du flair. Bon, mais montrez-nous vite cela, les Seps, où l'avez-vous mis? Nous l'avons laissé là où nous l'avons trouvé, car c'est intransportable. Et quoi, serait-ce un monument? Si vous voulez, un monument funéraire. Un tombeau tartare situé sur le bord d'un ruisseau à côté d'une case ruinée. Nous avons été intrigués par ce tumulus recouvert d'herbe. J'ai demandé à un matelot de creuser avec son sabre et je dois dire que nous avons été payés de notre curiosité. Mais était-ce une sépulture ancienne? Nullement. Rien n'était encore en état de décomposition. À mon avis, ce tombeau a moins d'1 an. Il renferme 2 corps enveloppés dans des peaux d'ours. Les têtes sont coiffées de calottes de taffetas. Nous avons trouvé également répandus dans le tombeau des monnaies chinoises, des bracelets d'argent, une hache de fer, un couteau, un peigne et même, sans doute comme vivre de route pour l'ultime voyage, un petit sac en nankin bleu contenant du riz. Mais c'est passionnant! Mais où est ce tombeau? Avez-vous ramené ces objets? Non, j'ai tout laissé en place, car il ne sied pas de profaner une tombe. Néanmoins, j'ai laissé le tombeau ouvert, pensant que cela vous intéresserait comme moi. Lorsque vous aurez tout vu, tout noté, vous veillerez à tout remettre en état, afin de ne pas troubler le dernier sommeil de ces braves tartares. Eh bien, monsieur l'abbé, il me semble que depuis quelques semaines, j'ai procédé à plus de baptêmes que vous ne l'avez fait pendant toute votre carrière ecclésiastique. Il est vrai, commandant, qu'en ce moment, tout ce que nous rencontrons est neuf et doit être nommé. Nous avions déjà découvert l'île d'Agelais, la baie de Ternay, hier le pic Lamano, et je vous apprends qu'aujourd'hui, nous mouillons en baie de Lande. Oh oh! J'espère qu'on donnera la double sur l'astrolabe ce soir en cet honneur. Et pourquoi, justement, cette baie? Parce que pour une fois, l'astrolabe a devancé la boussole. C'est ce brave de Langue qui, le premier, a pris pied sur ce rivage. Il m'a d'ailleurs fait un rapport très intéressant. Il paraît qu'il y a des indigènes. Encore un tombeau? Non, monsieur l'abbé, bien vivant. Et dès demain, nous allons tenter de les apprivoiser et de nous comprendre.
Le rapport qui m'avait été fait par M. Delangle avait vivement excité ma curiosité. J'attendais donc le jour avec impatience et j'étais à terre avec la chaloupe et le grand canot avant le lever du soleil. Les insulaires arrivèrent dans l'Anse peu de temps après. Ils venaient du nord, où nous avions jugé que leur village était situé. Ils furent bientôt suivis d'une seconde pirogue et nous comptâmes 21 habitants, pas une femme, ce qui nous a donné à penser qu'ils en étaient jaloux. M. Delangle, avec presque tout son état-major, arriva à terre bientôt après moi et avant que notre conversation avec les insulaires eût commencé. Elle fut précédée de présents de toute espèce. Ils paraissaient ne faire cas que des choses utiles. En désignant de la main le couchant, ils nous firent entendre que le nankin bleu dont quelques-uns étaient couverts, leur rassade et leurs briquets venaient du pays des Mandchous, et ils prononçaient ce nom absolument comme nous. Nous parvînmes enfin à leur faire comprendre que nous désirions qu'ils figurassent leur pays et celui des Mandchous. Alors un des vieillards se leva, et avec le bout de sa pique, il traça la côte de Tartarie à l'ouest, courant à peu près nord et sud. À l'est, vis-à-vis, et dans la même direction, il figura son île. Et, frappant le sol à 2 ou 3 reprises, il nous fit entendre qu'il venait de tracer son propre pays. Il avait laissé entre la Tartarie et son île un détroit, et, se tournant vers nos vaisseaux, qu'on apercevait du rivage, il marqua par un trait qu'on pouvait y passer. Au sud de cette île, il en avait figuré une autre et avait laissé un détroit en indiquant que c'était encore une route pour nos vaisseaux. Sa sagacité pour deviner nos questions était très grande, mais moindre encore que celle d'un autre insulaire, âgé à peu près de 30 ans, qui, voyant que les figures tracées sur le sable s'effaçaient, prit un de nos crayons avec du papier. Il y traça son île, qu'il nomma Choka, et il indiqua par un trait la petite rivière sur le bord de laquelle nous étions, qu'il plaça aux 2 tiers de la longueur de l'île, depuis le nord vers le sud. Il dessina ensuite la terre des Mandchous, laissant comme le vieillard un détroit au fond de l'entonnoir. Et, à notre grande surprise, il y ajouta le fleuve ségalien, dont ces insulaires prononçaient le nom comme nous. Il plaça l'embouchure de ce fleuve au sud de la pointe du nord de son île, et il marqua par des traits au nombre de 7 la quantité de journées de pirogue nécessaire pour se rendre du lieu où nous étions à l'embouchure du Ségalien. Alors, monsieur Delangle nous rend visite, m'a-t-on dit? Oui, commandant. Sa chaloupe vient d'accoster la boussole et il monte à bord. Il y a un de nos estimables savants avec lui. Je crois que c'est le docteur de la Martinière. Pour qu'il ait rallié la boussole, avant d'être repassé par son bord, il faut qu'il ait fait quelques découvertes intéressantes à terre. Je lui avais prescrit de m'en faire rapport aussitôt. En tout cas, je ne sais ce qu'ils auront trouvé à terre, mais je trouve ce mouillage exceptionnellement favorable. Lui avez-vous trouvé un nom? Oui, comme pour la baie de Ternay, j'ai tenu à rendre hommage à un de nos chefs d'escadre de la guerre d'indépendance américaine. Nous mouillons actuellement en baie d'Estaing. Eh bien, cette bête, à mon sens, la meilleure que nous ayons rencontrée depuis notre départ de Manille. On peut dire que l'amiral d'Estaing est bien servi. Alors, qu'as-tu vu de beau? Bonjour, docteur. Cette fois, nous sommes vraiment entrés dans l'intimité des indigènes. Nos 2 interprètes chinois, ont-ils été de quelque secours? Mon Dieu, oui. Ils ont réussi à baragouiner un peu, mais le plus difficile a été ensuite pour moi de comprendre ce qu'ils voulaient me traduire. À vrai dire, nous eussions pu nous passer de truchement, car ce que nous avons vu était très clair et les mots n'y ont pas ajouté grand-chose. Et vous avez vu quoi exactement? Un village de pêcheurs et 4 pirogues de Mandchous venus leur acheter du poisson fumé. Ils nous ont confirmé ce que nous ont dessiné sur le sable nos géographes l'autre jour. La terre que nous prolongeons est bien une île. Eux aussi l'appellent Choka. Il semble bien que nous soyons à 5 journées de pirogue de son extrémité. Pour nous, 2 jours avec bon vent. Et avez-vous pu faire quelque observation sur leurs mœurs, sur leur mode de vie? Mais je crois bien, nous avons d'abord trouvé une sorte de cirque fait avec 15 ou 20 piquets, surmontés chacun d'une tête d'ours.
Des ours? Ils chassent l'ours sans arme à feu? Avec des flèches? Cela doit présenter quelques risques. Sans doute est-ce pour cela qu'ils perpétuent le souvenir de leur victoire sur ces animaux, lesquels doivent représenter à leurs yeux le plus beau trophée possible. Et leurs cabanes? Nous en avons visité quelques-unes. Elles sont divisées en 2 chambres. Celle du fond comporte le foyer avec une banquette circulaire. On y trouve aussi quelques ustensiles de ménage. Celle de l'entrée est absolument vide, nue. C'est là sans doute que l'on reçoit les étrangers qui ne doivent pas être admis à voir les femmes. Au fait, ces dames, toujours invisibles? Effarouchées, oui, mais pas invisibles. Nous avons pu en apercevoir 2. Elles ont hurlé en nous voyant comme si nous allions les dévorer. Et leur aspect? Séduisant? Guère. De petits yeux, de grosses lèvres, la lèvre supérieure tatouée en bleu. Elles vont jambes nues, vêtues de longues robes de toile. Ah, néanmoins, par coquetterie sans doute, elles gardent leurs cheveux, tandis que leurs époux ont le crâne rasé. Je pense que la pêche est leur unique industrie. Sûrement. Et cela se sent. Car non seulement ils pêchent, mais fument eux-mêmes les saumons que viennent leur acheter les Mandchous. Et tout est imprégné de cette odeur de saumon fumé. Maisons, meubles, vêtements, jusqu'à l'herbe qui environne le village. Ne vous plaignez pas trop de cette abondance de saumon. N'oubliez pas que depuis quelques jours, cela a singulièrement amélioré notre ordinaire. En effet, au cours des reconnaissances à terre, les équipages font des pêches miraculeuses. Dernièrement, les hommes d'un canot ont réussi à tuer à coups de bâton 1200 saumons, et ce, en 1 heure seulement. En longeant la côte de Sakhaline, la croisière se poursuit, et remontant vers le nord, on découvre des montagnes crénelées, jusqu'à une baie que la Pérouse découvre et que, désespérant de trouver un site mieux, plus noble, pour honorer les mérites du ministre de la Marine, la Pérouse va baptiser baie de Castres. À l'entour de cette baie, les rochers, marqués par l'érosion, ont des découpes fantastiques dans lesquelles d'ailleurs les marins s'amusent à retrouver les profils de leurs officiers. Les reconnaissances à terre s'avèrent fructueuses. En effet, la nature semble riche et florissante. Les hommes rencontrent des animaux nombreux, de toutes sortes, des animaux qui sont peu farouches et d'une approche facile. C'est pendant cette escale que la Pérouse renonce à passer vers le nord. Il se pose des questions. Faut-il redescendre jusqu'au détroit de Sangar? Ou bien est-ce que la carte tracée par les indigènes est plus précise que les relevés géographiques? L'impossibilité reconnue de déboucher au nord de l'île Ségalien ouvrait un nouvel ordre d'événements devant nous. Il était fort douteux que nous puissions arriver cette année au Kamtchatka. La baie de Castres, dans laquelle nous venions de mouiller, est située au fond d'un golfe et éloignée de 200 lieues du détroit de Sangar, la seule porte dont nous fussions certains pour sortir des mers du Japon. Nous eussions pu, sans jamais rester inactifs, demeurer en baie de Castres pendant des semaines, mais j'avais irrévocablement fixé notre départ au 2 août. Cela nous permit de fêter à terre, au cours d'une brève et bien simple cérémonie, le 2e anniversaire de notre départ de Brest. Donc, appareillage de la baie de Castres le 2 août. Joie, les vents virent au nord. Est-ce que la carte dessinée sur les sables par les indigènes de la baie de Langue est-elle plus exacte? Le passage existe-t-il? Certes, cette question a un intérêt géographique, mais aussi un intérêt de sauvegarde, car c'est maintenant une course contre la montre, une course contre la mousson. Nous sommes donc parvenus au moment très précis où la Pérouse va apporter une contribution importante à la connaissance d'une partie du globe sur laquelle jusque-là les navigateurs ne disposaient que de cartes fantaisistes. Il nous a paru intéressant pour vous montrer sur la carte ce que représente cette découverte du détroit de la Pérouse, de faire venir devant nos caméras un marin. Ce marin, c'est l'amiral Le Potier, auteur d'un livre intitulé « Les Russes en Amérique », dans lequel un chapitre est consacré à la Pérouse dans le Pacifique Nord.
Tout d'abord, amiral, je voudrais vous demander quelle est la valeur de la navigation de la Pérouse en fonction des instructions qu'il avait reçues du roi. Les instructions de la Pérouse lui prescrivaient d'explorer la mer du Japon, où aucun navigateur européen n'avait pénétré jusque-là, avec une extrême prudence. Et il l'a fait, montant du sud vers le nord et redescendant, mais dans l'inconnu absolu. Dans l'inconnu absolu. C'était les premiers navigateurs qui s'aventuraient dans la mer du Japon. Et nous avons ici, amiral, un atlas qui, si nous regardons sur la page de garde, est daté de 1784, c'est-à-dire un an avant le départ de la Pérouse. Et nous voyons les connaissances que pouvait avoir la Pérouse sur la région à explorer. Alors, amiral, quelle fut sa route ici? Il a longé la côte de Tartarie jusqu'au détroit dit de Tartarie. Puis il est redescendu le long de la côte intérieure de Sakhaline, et c'est alors qu'il a découvert le détroit qui porte son nom. Eh bien, nous pourrions jeter un coup d'œil sur une map monde de 1959, et nous pouvons dire que c'est la carte de la Pérouse, car rien n'a changé. Son relevé fut si précis que c'est exactement les cartes que nous possédons actuellement. Exactement la carte qu'il a dessinée en revenant de son voyage d'exploration. Et il est passé, par conséquent, en remontant ici. Il s'est arrêté à la baie de Castres, qui est située, je crois, ici, amiral. Oui, très exactement. Il est redescendu le long des côtes ouest de Sakhaline, et voici le détroit de la Pérouse. Exactement. Qui porte son nom et qui lui a permis, évidemment, par la découverte d'entrer dans la mer d'Okhotsk, puis ensuite à travers les Kuriles, dans le Pacifique. Et il a gagné des semaines, pour ne pas dire des mois de navigation. Exactement. Et, amiral, la découverte de la baie de Castres et, disons, du détroit du nord de Sakhaline était due aux instructions. Oui, c'était ces instructions qui lui prescrivaient d'aller découvrir cette partie du monde. Alors là, on a peut-être un peu à tort parlé de chance et d'accident dans la découverte du passage de la Pérouse, mais est-ce qu'il n'a pas eu des conditions de navigation favorables également qui l'ont aidé? Il a tout de même eu une énorme chance, c'est qu'alors qu'il avait eu que des vents soufflant du sud, c'est-à-dire le portant jusqu'au fond de ce golfe, dont il se demandait comment il sortirait, il a eu la chance que, en partant de la baie de Castries, quelques jours après, les vents ont tourné au nord, ce qui lui a permis de suivre en toute sécurité la côte intérieure de Sakhaline et d'arriver en quelques jours au détroit indiqué par les indigènes. Mais toutefois, cette région n'était pas totalement inconnue, d'ailleurs cette carte nous le prouve, et les Hollandais étaient passés, je crois, à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Ils n'étaient pas entrés vraiment dans la mer du Japon. Oui. Et comment se fait-il qu'ils n'aient pas trouvé ce détroit? Près de 150 ans avant, le Hollandais de Vries, à bord du Castricon, avait exploré la partie extérieure de Yezo. Puis il avait continué au nord, avait aperçu la partie sud-est de Sakhaline, mais avait cru que c'était la même côte parce que la brume l'avait empêché d'apercevoir le détroit de la Pérouse. Par conséquent, on peut dire que la Pérouse peut-être a eu de la chance, c'est possible, mais en tout cas, il a suivi les instructions qu'il avait reçues de très près, et ce sont à ses qualités de marin que nous devons... Ses qualités de marin et même psychologiques, car tous les renseignements qu'il a obtenus des indigènes, ça n'a pas été facile. Il a fallu beaucoup de doigté de sa part pour obtenir ces renseignements et les interpréter. Merci, amiral. Le 7 septembre 1787, la boussole et l'astrolabe mouillent dans la baie d'Avatscha à la pointe de la presqu'île du Kamtchatka. Les commandants rendent visite au gouverneur général qui a reçu à leur intention un abondant courrier. Ce haut personnage, c'est le gouverneur général Kassov-Ougrenin. La traduction du jeune de Lesseps s'avère inutile car le gouverneur général Kassov-Ougrenin parle le français à la perfection. Комендант Лаперуз Лангл Лесепс хотят вас видеть и просят аудиенцию. Пусть Ваше войдет. Превосходительство. Пусть войдет. Слушаюсь, Ваше Превосходительство. Capitaine de vaisseau de galop de la Pérouse, commandant l'expédition française de circumnavigation. Capitaine de vaisseau Fleuriot de Langle, commandant la frégate du roi l'Astrolabe. Barthélemy de Lesseps, Ruski Perevotchik, Vache Provoskoditelstvo. Messieurs, soyez les bienvenus. Et vous, monsieur de Lesseps, excusez-moi si je n'ai recours à vos services qu'en cas d'absolue nécessité. Seriez-vous un parent de mon ami de Lesseps, consul de France à Pétersbourg? Je suis son fils, Excellence. Eh bien, ma joie de vous accueillir sur ce coin de terre russe n'en est plus grande. Monsieur de la Pérouse,
Depuis combien de temps avez-vous quitté la France? 2 ans. 2 ans et 37 jours, très exactement. Aussi, je pense que vous devez avoir hâte de lire votre courrier, plus encore que de me raconter votre croisière. Tenez, messieurs, ce coffre est à vous, et il est plein de lettres et de messages. Tu le feras prendre tout à l'heure. Ah non, 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 je vous en prie. J'ai tout mon temps et je ne veux pas que vous perdiez une minute. Ouvrez-le tout de suite. Je vous assure, vous me désobligeriez si vous tardiez à le faire. Quelques plis officiels, des lettres de famille que nous lirons à tête reposée. Tiens, c'est pour toi. Ce paquet pour l'équipage. Voilà un billet. Cher Lesseps, où il s'accroche encore une trace de parfum. Oh, croyez-vous? En somme, le devoir me commande de n'ouvrir que ce pli. Il est du ministre. Hé, bonne nouvelle. Bonne nouvelle du ministre? Eh bien, une fois n'est pas coutume. Quelles sont ces nouvelles? En ce qui te concerne, ça n'est pas négligeable. On m'informe que tu es désormais inscrit pour une pension de 1000 livres sur le trésor royal. 1000 livres, c'est une somme. Mais toi? Moi, je suis fait chef d'escadre. Hurrah! Vive l'amiral! Oh, pardon, Excellence. Je vous en prie. Je comprends très bien cette explosion de joie juvénile. Dajcie prikaz niemedleno strelacia iz Sierpusze Goroda. Слушай, что происходит-то? Alors, messieurs, heureuse nouvelle. J'espère que vos familles sont en bonne santé. Merci, Excellence. Tout va bien de ce côté-là. On nous attend avec quelque peu d'impatience, mais il n'y en a plus guère maintenant que pour 15 ou 18 mois. Messieurs, je vais certes vous demander de me dire où vous comptez vous rendre maintenant s'il n'y a pas trop d'indiscrétion de ma part. Mais auparavant, j'espère que vous allez me raconter tout ce que vous avez vu depuis 2 ans. Mais d'ailleurs, nous aurons tout le temps de parler de tout cela, car bien entendu, ici, vous êtes mes hôtes. C'était pas le tonnerre. C'est une bordée. Amiral, en m'excusant de mon indiscrétion qui m'a fait apprendre votre promotion, permettez-moi de vous féliciter. J'ignore comment cela se passe en France, mais dans notre vieille Russie, on salue toujours un amiral par une salve de canon. Excellence, votre délicatesse me touche profondément. Ainsi, cette salve, c'est ce que vous ordonniez à votre officier tout à l'heure. Mais oui, tout simplement. Tu le savais, tu ne m'as rien dit. Nous réglerons ça tout à l'heure. Mais non, la Pérouse, tout à la joie de cette promotion, ne devait pas tenir rigueur à de Lesseps de ses cachotteries. D'autant que le jeune Barthélemy devait abandonner l'expédition et rallier Versailles par voie de terre. Ce qui représente, en 1787, un très grand exploit. Ainsi, nous allons partir sans vous. Si je vous disais qu'au dernier moment, j'éprouve quelques scrupules à vous laisser tout seul affronter un pareil voyage. Oh, tu peux être sans inquiétude. Barthélemy nous a montré depuis 2 ans qu'il est un rude compagnon. Mais moi qui ai eu le privilège de l'avoir à mon bord depuis le départ, je ne m'en sépare pas sans émotion. Allons, allons. Je vois venir le moment où il faudra que ce soit moi qui vous soutienne le moral. Mais vous savez que je suis le seul à pouvoir remplir cette mission. Non seulement parce que je suis solide et bien portant, mais surtout parce que je parle russe comme ma langue maternelle. Oui, justement. C'est bien pour cette raison que j'ai dû me résoudre à prendre cette décision. Oui, et puis pourquoi vous inquiétez à mon sujet? Souvenez-vous, après que nous eussions débarqué M. Monge à Tenerife, c'est moi qui suis devenu sur le rôle des enseignes et assimilé le numéro 13. Oui, cela me valut quelques plaisanteries, mais j'ai voulu y voir un présage favorable. Et je continue. Bravo. J'admire votre confiance. Adieu, mon petit, et bonne chance. Et moi aussi, je vous embrasse. Croyez-moi, vous allez me manquer. Messieurs, je vous souhaite une heureuse fin de croisière. Et rendez-vous en France d'ici, mettons 2 ans? À peu près. Oui, disons l'été 89. Il faut croire que le chiffre 13 est bénéfique, car les 2 seuls survivants furent justement Monge et de Lesseps. La Pérouse et de Langle pensaient au contraire qu'ils avaient confié à Barthélemy de Lesseps une mission de sacrifice. Ah, d'ailleurs, des risques il en eut. Voyons, départ de Petropavlovsk le 7 octobre 1787. Arrivé à Versailles le 17 octobre 1788. Il a manqué mourir de froid, plusieurs fois il a été pris dans des tempêtes de neige, son radeau a chaviré plusieurs fois dans des rapides, il s'est même fracturé le crâne dans un accident de voiture. Et puis après avoir perdu, je ne sais pas, 15, 20, 30 fois ses bagages qui contenaient les récits de l'expédition, tout ce que l'expédition avait rassemblé en 2 ans, il avait pourtant réussi
à rapporter toutes intactes à Versailles. Mais notre propos n'est pas Versailles. Revenons à Petropavlovsk, que la Pérouse et de Langle vont bientôt quitter. Les instructions du roi. Nous n'avons que 2 mois de retard. Nous devions quitter le Kamtchatka le 10 août. Et maintenant? Et maintenant, c'est bien simple. Il ne nous reste plus qu'à traverser ce sacré océan du nord au sud, mais cette fois dans sa partie occidentale. Nous repasserons l'équateur à mi-chemin entre les Sandwiches et les Mariannes. Oui, c'est à peu près ça. Et nous ferons notre première escale sérieuse, voyons, par ici, dans l'archipel des navigateurs. L'archipel des navigateurs, groupe d'îles découvert et baptisé 20 ans plus tôt par M. de Bougainville. Là se trouve une île nommée Tuituilia, que la Pérouse s'obstine à appeler Mouna, du nom du premier indigène rencontré. C'est là, sur la côte nord-ouest, que le 11 décembre 1787, le chevalier de Langle et 11 de ses compagnons, dont Lamanon, sont massacrés par les indigènes. C'est là que se trouve aujourd'hui, sous la protection des Samoans, ce mémorial restauré il y a 10 ans lors d'une croisière du navire Dumont d'Urville. Oui. Escale à l'archipel des navigateurs, puis route vers la Nouvelle-Hollande, escale à Botany Bay, et il faudra remonter vers Santa Cruz. Non. Non, la Pérouse n'atteindra pas Santa Cruz, car après l'escale de Botany Bay, le silence de la mer se refermera pendant plus de 30 ans sur la boussole, l'astrolabe et leurs équipages. Malgré les orages de cette fin du XVIIIe siècle, la France organise une expédition de recherche sous les ordres de l'amiral d'Entrecasteaux, qui devait mourir à la tâche. Et ce n'est qu'en 1829 qu'un capitaine anglais, Peter Dillon, et plus tard Dumont d'Urville, trouvèrent à Vanikoro des traces irréfutables du naufrage. Mais l'image que nous voulons garder de la Pérouse n'est pas celle d'un naufragé en haillons, prolongeant son agonie, non. Tel nous l'avons vu à bord de la boussole, tel nous voulons le conserver dans nos mémoires, tel nous voulons l'entendre. Nous voulons entendre cet honnête homme tirer la leçon des grandes expéditions de découverte. Eussent les premiers qui, dans ces derniers temps, eussent abordé sur l'île de Mauvais, je ne crus pas devoir en prendre possession au nom du roi. Les usages des Européens sont à cet égard trop complètement ridicules. Les philosophes doivent gémir sans doute de voir que des hommes, par cela seul qu'ils ont des canons et des baïonnettes, comptent pour rien 60 000 de leurs semblables, que sans respect pour leurs droits les plus sacrés, ils regardent comme un objet de conquête une terre que ses habitants ont arrosée de leur sueur et qui, depuis tant de siècles, sert de tombeau à leurs ancêtres. Ces peuples ont heureusement été connus à une époque où la religion ne servait plus de prétexte aux violences et à la cupidité. Les navigateurs modernes n'ont pour objet, en décrivant les mœurs des peuples nouveaux, que de compléter l'histoire de l'homme. Leur navigation doit achever la reconnaissance du globe et les lumières qu'ils cherchent à répandre ont pour unique but de rendre plus heureux les insulaires qu'ils visitent.